On va parler des soldes, mais pas côté consommateur, plutôt du côté de ceux qui travaillent et pour qui ça peut devenir vite un cauchemar. Oui, ça fait déjà 3 semaines que les soldes d'hiver ont commencé. On a voulu savoir comment est-ce que ça se passait du côté des vendeurs, dans les grands magasins comme Zara, H&M, Le Printemps, les Galeries Lafayette. Alors, on est allé voir du côté des vendeurs qui courent partout, qui plient, qui rangent, qui encaissent. Et je me suis demandé qui sont ces vendeuses. Oui, ces vendeuses parce que ce sont souvent des femmes. Et puis surtout, comment est-ce qu'elles vivent ces périodes de soldes? Alors, on rappelle que c'est un sujet qui a été possible grâce aux sociaux, parce que tu as lancé un appel, il est très difficile d'obtenir des témoignages. Oui, ça a été très difficile de trouver des salariés qui veulent bien témoigner parce qu'ils risquent simplement de perdre leur emploi. Donc j'ai cherché des témoignages et merci aux sociaux qui ont tweeté massivement mon appel. Et j'ai eu beaucoup de réponses et à chaque fois, il y a un mot qui ressortait, c'était la pression. Donc, je t'avoue que ça a été assez difficile de trouver une vendeuse dont c'est la profession. J'ai eu beaucoup de témoignages d'étudiants qui font ça comme un petit boulot. Sauf que vendre, c'est un vrai métier. C'est pas juste un job d'étudiant. Et parmi toutes ces personnes qui m'ont contactée, il y a eu une femme, Sophia, qui a été vendeuse et même manager, et donc qui connaît parfaitement toutes les ficelles du métier. Sauf qu'à un moment donné, Sophia, elle n'en pouvait plus, elle a décidé d'arrêter et on lui a demandé pourquoi. Je travaillais dedans pendant 8 ans. J'ai arrêté là il y a environ 3 ans parce que le métier n'est plus ce qu'il était il y a quelques années, que c'est un métier qui demande beaucoup de pression, beaucoup de pénibilité aussi en soi. Je sais qu'on recrute beaucoup pour la disponibilité, les premières questions qu'on est susceptible de vous poser, c'est est-ce que tu es susceptible de pouvoir travailler le dimanche, jusqu'à quelle heure le soir, etc. C'est un secteur dans lequel il y a énormément de turnover puisqu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent travailler, etc. Donc du coup, en fait, on ne déclare plus énormément de vrais contrats. Et puis ça devient des métiers tellement fatigants qu'aussi, il faut pouvoir les tenir 35 heures. Enfin, pour une étudiante, je pense que des fois, 15 heures en fonction du budget dont elle a besoin, en fonction de la pression que ça lui met, parce qu'il faut pouvoir aussi tenir ces postes-là, tenir ses études. Aujourd'hui, Sophia, elle se tourne vers une reconversion professionnelle, puisque c'est comme ça qu'on dit. Et c'est un phénomène qui est bien connu chez les vendeurs, comme nous l'a expliqué le sociologue Pascal Barbier, qui a écrit sa thèse sur les vendeurs de prêt-à-porter. C'est quand même un métier où on fait peu carrière, en fait. On réside de manière assez courte, à part quelques exceptions de personnes qui font carrière, mais en fait, on vieillit mal dans ce métier-là. Et voilà, ce qui faisait la particularité, ou ce qui fait peut-être encore la particularité du monde ouvrier, c'est d'offrir parfois, pour certains, des perspectives de carrière, des promotions professionnelles, d'acquérir des qualifications, chose qui, dans la vente, ne s'offre pas. Le travail n'est pas reconnu et l'ancienneté ne garantit pas nécessairement une reconnaissance professionnelle, ou en tout cas ne donne pas les moyens d'utiliser cette reconnaissance pour se vendre ailleurs sur le marché du travail dans une position plus intéressante. C'est étrange quand même parce que c'est des gens qui ont d'énormes compétences et qui savent faire beaucoup de choses. Oui, et vendre, c'est aussi faire du travail à la chaîne. Parce que dans une journée, une vendeuse, elle va aussi décharger le camion, mettre des antivols, mettre les vêtements en rayon, et puis aussi conseiller les clients. Donc Sophia nous a raconté que tout ça, c'était très stressant, et on lui a demandé d'où venait cette pression. Quand vous avez une directrice régionale, par exemple, qui vous appelle en vous disant que sur telle tranche horaire, tu étais censé me faire 600 €, comment ça se fait qu'avec 3 entrées, tu m'en as fait que 300 ? Il faut justifier à longueur de temps ce genre de choses-là. Puis il y a le manager qui lui met la pression, il y a la directrice de magasin à qui on met la pression, il y a la directrice régionale à qui on met la pression. Enfin, tout tourne autour des objectifs chiffres. On n'est plus nécessairement sur de l'humain, sur conseiller, ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, trouver une boutique, à part dans le haut de gamme ou le luxe, qui vous conseille réellement, au lieu de faire du chiffre, ça devient difficile. Et c'est peut-être pour ça aussi que la cliente, en soi, elle a tendance à se sentir un petit peu... des fois, vous savez, vous allez faire un centre commercial et 4 fois d'affilée, vous avez 3 vendeuses qui vont venir vous voir et dire « Madame, je peux vous aider ?» Ça peut devenir un peu gênant aussi pour la cliente. C'est va-t-dire, mais quand il arrive 19 h, que tu sais qu'il te manque 400 € sur ton chiffre, qu'il te reste 1 heure et demie pour faire ces 400 € là, ta pression, elle augmente au fur et à mesure et donc tu la files à ta cliente, sans le vouloir, hein, volontairement, mais la cliente le ressent. Donc ça va être tes dernières entrées sur lesquelles tu vas être au taquet, à te dire, putain, elle, il faut que je lui sorte je ne sais combien. Parce que si tu l'as pas fait en fait à la fin de ta journée, c'est du chiffre que tu dois récupérer le lendemain, et ainsi de suite, donc à la semaine et après au mois, pour ne pas trop perdre à l'année. On vous demande aujourd'hui, par exemple, dans certaines enseignes, de vendre des pulls à 200 € en expliquant que tu diras à la cliente que c'est 90% cachemire, alors que dans le fond, je dirais, la cliente, elle a juste à regarder l'étiquette, il y a 40% de cachemire, mais c'est ce qui justifie le prix.
Donc en plus de tout ça, Sophia m'a aussi dit une chose qui m'a beaucoup marquée. Elle m'a dit qu'elle se sentait en représentation tout le temps. Elle m'a expliqué que dans le luxe, on ne parlait plus de vendeuse mais d'ambassadrice. Donc les filles, elles doivent se ressembler, être toutes les mêmes, être maquillées pareil et parfois même se payer leur propre tailleur. Pascal Barbier, qui a enquêté sur ces pratiques parfois douteuses de ces grands magasins, on va l'écouter. Les vendeurs, par exemple, doivent respecter des scripts de comportement et s'ils ne les respectent pas, ils sont repris. Donc tous les aspects du travail sont contrôlés et même l'apparence, en fait, des vendeurs, ce qui crée un contexte professionnel assez singulier aussi, où chaque acte peut être mesuré, scruté et évalué. Et on peut être blâmé pour cette raison-là. Il y en a des contraintes qui sont très classiques. Le port de charges lourdes, donc ça c'est connu et qui rapproche de plus en plus le travail des vendeurs de celui des caissières. Statuts qui tendent même de fait à se confondre dans certaines enseignes. Et puis il y en a d'autres en fait qui sont beaucoup moins visibles, la manière dont le corps des vendeuses est instrumentalisé et cette instrumentalisation elle apparaît directement dans des interactions très dures avec la clientèle, dans des regards, dans des propos, dans des choses qui, dans le contexte actuel de dénonciation des pratiques sexistes peut apparaître assez scandaleux. Et rappelons qu'en plus de supporter tout ça, les vendeurs et les vendeuses sont la plupart du temps payés au SMIC avec des contrats précaires. Et sinon, les soldes, c'est jusqu'au 20 février. Bon courage. Donc, merci Virginie.